Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un petit peu le monde de l'édition. Alors, avant juste d'aller plus loin, je dois faire un petit disclaimer. Je sais qu'il y a d'autres collègues d'autres chaînes YouTube qui ont aussi déjà fait ce genre de vidéos. C'était des projets que j'avais depuis très longtemps. Pour vous dire, j'ai encore des projets que j'ai pas fait depuis avant que je lance la chaîne. Donc voilà, c'est normal. Mais je pense que l'important n'est pas est-ce que ça va ressembler ou pas. J'ai fait exprès de pas regarder parce que j'avais justement ce projet en cours. L'important n'est pas là, je pense que l'important c'est de parler de l'édition, de soutenir les maisons d'édition à l'heure où justement le support physique a l'air d'avoir quelques petites difficultés. Et aujourd'hui, pour en parler, c'est écrit, nous avons les gens d'Extra Lucide Film. Bonjour à vous. Bonjour. Salut beau parleur. Comment est-ce que vous allez? Mais ça va et toi? La forme? Bien. La forme, les courbes, on va dire. Une demi-forme alors. Voilà. Alors, juste avant d'attaquer tout ça, donc je vais déjà vous demander quel est votre parcours, qui vous êtes, qu'on sache qui se cache derrière le nom Extra Lucide. Tu es qui, Karine? Karine, donc dans l'édition vidéo depuis une bonne dizaine d'années. J'ai commencé à travailler à Backfilm BACH en 2009 où je t'ai rencontré, tu travaillais déjà là-bas. Oui, et il y a une caractéristique en tout cas, c'est que Karine est la seule femme qui ne change pas. Elle est toujours la même depuis 10 ans, enfin 12 ans. Voilà, elle a un super pouvoir. Ouais. Et on voulait vous le révéler aujourd'hui au public et à tout le monde. Elle ne change pas physiquement. Voilà. Contrairement à certains Blu-ray, c'est ça que vous voulez dire? La boucle avec le métier. Je suis pas encore listée dans Blu-ray défectueux. Ah mais elle, c'est du HDR, du Dolby, c'est ça. Hein. D'accord, pardon. D'avoir travaillé avec un vieux DVD, bon, voilà. D'où ma présence. Et toi, Patrice, du coup? Du coup, un peu plus ancien, on va dire. J'ai fait mes premières classes, alors j'ai toujours l'impression de me répéter, mais avec Jean-Pierre Dionnet, parce que c'est quand même lui qui m'a donné ma chance il y a plus de 20 ans. J'ai travaillé 7 ans avec lui, 14 ans à BAC, et donc en grande partie avec Karine. Et il y a 2 ans, on a décidé de se lancer pour mettre en avant les films qu'on a envie de défendre. Voilà. Il était temps de se lancer. Voilà. Donc en fait, après 21 ans dans le métier, je me suis dit, le chiffre 7, 14, 21, c'est le bon timing. Voilà, puis le DVD est en train de mourir, donc pourquoi pas, allons-y. Voilà. Et en fait, juste avant le Covid, je me suis dit, il va se passer quelque chose, c'est le bon moment de lancer une boîte. Il y a un marché, puis en plus, c'est le bon moment, l'économie va repartir. Exactement. Voilà, toutes les étoiles sont alignées. On a sorti notre premier film, non, c'était deuxième film, Star Crash. C'était quelques jours avant le premier confinement, c'était top. Non, c'était Tous les dieux du ciel, Tous les dieux du ciel, fin février. Voilà, tu peux en mettre dans le montage ou pas, c'est pas grave. D'accord. Donc, c'était la tournée de Luigi Cozzi. Oui, qui devait venir en mars, et Tous les dieux du ciel est sorti fin février. Voilà, et du coup, tout annulé. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à dire, maintenant qu'on a travaillé chez BAC, BACH, qu'est-ce qui vous a poussé à dire, tiens, maintenant, on va sortir des choses qui nous intéressent? Est-ce qu'il y avait un but? Quel est le but d'Extra Lucide? Est-ce qu'il y a une mission? Je pense qu'il y a des missions, ouais. Mais c'est des missions secrètes, attention. Et pour toi, on veut bien en parler. Non, Backfilm, on arrivait à la fin d'un modèle aussi avec la société. Voilà, c'était le temps de prendre de nouvelles décisions, un nouvel envol, en accord avec les dirigeants de Backfilm. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Et voilà. Et puis voilà, de défendre une certaine idée du cinéma qu'on avait aussi. Voilà, d'aller aussi dans des sentiers un peu différents. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec la collection Extramonde et d'autres choix éditoriaux. Voilà, c'était d'élargir, de défendre des réalisateurs auxquels on croit et qu'on a envie de suivre. Justement, c'était la question d'après, c'était un peu quelle était la ligne éditoriale, donc vous avez déjà plus ou moins répondu, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Je voudrais rajouter que la ligne éditoriale, c'est le cœur. C'est fantastique. Mais du coup, après, ça va être intéressant parce qu'on va parler du cœur lié, hélas, à l'économie que ça engendre, tout ça, et qui peut parfois se compliquer. Rien que sur Internet, rien que sur YouTube, je vois que le cœur et on va dire l'économie, moi, c'est pas vraiment l'économie, mais on va dire le succès, c'est parfois
très antinomique. Donc on verra ça peu à peu. Du coup, quelle est la particularité d'Extralucide? Quels sont les types de produits que vous proposez? Quelle est la chose qui fait que vous êtes Extralucide? Bah déjà, on a 3 collections. Enfin, on a commencé avec des films de genre, plutôt des années 70-80, films d'horreur, fantastique, science-fiction. Donc c'est la collection Extra Culte, où là on fait des beaux packaging, des digipacks cartonnés, des beaux étuis, des bonus, on essaye de faire le maximum de bonus et de beaux contenus. On refait les traductions, on refait les sous-titres, enfin, on essaie à chaque fois de réadapter pour avoir quelque chose de... Voilà, parce que c'est vrai que sur Internet et même au-delà d'Internet, en ce moment c'est quand même le cinéma de genre qui marche pas mal en vidéo. Donc on chouchoute un peu. Puis en plus, les gens qui achètent ces produits-là sont vraiment des collectionneurs, un peu geeks, tout ça. Donc il faut vraiment soigner les éditions. Et après, on a une autre collection, Extra Monde, où c'est des films un peu plus récents, mais pas forcément. On commence à aller un peu plus cinéma d'auteur, cinéma indépendant, où là, on soigne aussi toutes nos éditions, bien sûr, mais voilà, c'est un peu plus grand public, disons, ces films-là. Exactement. Voilà. Et on a lancé la collection Extra Animé cet été, avec notre premier titre. Bubble Bass. Bubble Bass, c'est un film d'animation hongrois de 1979-80. Voilà, qui a été à Annecy Classique. Voilà, donc même dans le cinéma d'animation, là on a fait un beau digipack pop-up collector. On essaye d'être pointu aussi dans notre choix de films d'animation. Et par rapport à... Oui. Non, je crois que j'avais fini. Et toujours avec le cœur. D'accord. On a une autre collection aussi sur laquelle on travaille en collaboration avec des distributeurs salles, Splendor Film, Marie X et un autre éditeur vidéo, Elephant Film, qui s'appelle Les Sœurs Lumière et qui met en avant des films de réalisatrices comme Kelly Richard, Dorothy Arzner chez Elephant et Alice Guy Blaché, une des premières femmes réalisatrices. Et Penny Allen pour Property. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une salle du Grand Action, Grand Action, c'est ça, qui a été rénovée à Paris. Et elle va porter le nom de salle Kelly Richard, et Kelly Richard sera là pour l'inaugurer normalement au mois d'octobre. Parfait. Et du coup, vous êtes plutôt ressorti ou sortir des nouveautés? Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont sorties en VHS, en DVD, qui ne sont pas disponibles en Blu-ray, tout ça. Vous êtes plutôt dans quelle optique? Faire découvrir des nouveautés? Ressortir des choses connues? La plupart il y a pas mal de titres en tout cas qui n'étaient jamais sortis en DVD dans nos diverses collections. Donc l'idée, c'est vraiment, en fait, on est toujours en perpétuelle recherche dans les catalogues, les festivals, voilà. On parle aussi avec des amis, des gens aussi comme toi. Enfin, tout ça, c'est une sorte de partage gargantuesque, de visionnage. Et à partir de là, effectivement, il y a des films qui vont apparaître plus évidents pour nous, qu'on va avoir envie de défendre. Donc on va essayer de remonter la chaîne des droits. Peut-être qu'on parlera après de tout ça, comment ça se passe. Mais pour faire justement remonter la chaîne des droits, après il faut acquérir les droits, voir si c'est du matériel, etc. Donc il y a un long cheminement qui mène à la sortie d'un film. Ça peut durer parfois des années. Plusieurs années, ouais. Où il y a des films qui ont déjà eu une édition VHS ou DVD un peu pourrie, et c'est vrai que dès qu'il y a une restauration, un Blu-ray qui sort dans les autres pays, voilà, c'est intéressant de l'avoir aussi en France. On s'aperçoit en tout cas qu'à l'époque du DVD, la grande époque, toutes les majors, tout le monde sortait en grande quantité. Et là, des fois, quand on regarde, mais la qualité des masters, c'était même pas digne d'un DVD, quoi. C'était vraiment moche. C'est de la VHS, quoi. Il y a vraiment tout à... le process a commencé, mais il y a vraiment tout à refaire pour redonner un peu une visibilité à des films dans de bonne qualité. D'accord. Du coup, puisque vous parlez de la qualité, est-ce que vous achetez des masters? Vous travaillez parfois à la restauration? Ça se passe comment? Karine, la chef de la restauration. Non, je crois pas. Madame Seska. Alors du coup, quand il y a des films qui sont déjà sortis en Blu-ray dans les autres pays, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on achète les droits et en général on achète le matériel qui va avec, l'ayant droit
disposant de la nouvelle copie HD, donc ça, on achète avec. Ensuite, on a fait un partenariat il n'y a pas longtemps avec la Cinémathèque de Suède. Oui, et Club Super 8. Club Super 8, l'éditeur, où là, ils ont vraiment lancé une restauration de films et on s'est partagé en fait les droits entre 4 éditeurs européens, la France, l'Italie, l'Allemagne et la Suède. Et donc, en finançant l'achat des droits, on a aussi financé une partie de la restauration. Exactement. D'accord, parfait. C'est vraiment des tirages très limités. Enfin, Oui. c'est vraiment une économie pas forcément facile entre toi et nous. On achète aussi des films qu'on revend aux télévisions, des films de genre ou divers, qui permet d'équilibrer l'ensemble, car le marché DVD et Blu-ray, c'est vrai que ça comporte des coûts très onéreux. C'est très difficile d'installer une collection, par exemple, comme la collection Extramonde, la curiosité des gens, et l'exposition n'est pas suffisante en tout cas, et des fois on tombe franchement à quelques centaines de ventes, et c'est quand tu travailles vachement, quand tu travailles 1 an sur un film et que tu en vends 250 exemplaires, des fois c'est pas facile, mais voilà, on se dit que certaines collections, il faut du temps pour les installer, donc on poursuit, on n'est pas là pour baisser la garde, et on va continuer de se battre tant qu'on pourra. C'est vrai que c'est un travail un peu ingrat parfois de vouloir faire connaître des films ou des choses comme ça, parce qu'on est en train de parler à des gens, enfin au grand public généralement, pour dire regardez, c'est bien, essayez, faites le test. Et puis le grand public, il a déjà tellement de trucs à regarder actuellement avec les SVOD, le cinéma, tout ce qui va avec, que c'est vraiment, vraiment pas facile de dire tiens, jette un coup d'œil à ça. Peut-être ça peut te plaire, hein, au pire des cas. Ouais, mais tu vois, des fois, nous, quand on parle avec des gens, pas forcément du métier, justement, quand on reçoit des messages, les gens sur Bubble Bass, ils nous disent ah mais c'est super, j'ai découvert ça. Et je pense que le problème vient aussi des plateformes, d'une certaine partie de la presse écrite, qui ne reflète pas la réalité des sorties, beaucoup de copinage, et donc beaucoup de films très intéressants qui restent à la trappe. Et quand on va vers les gens, ça les intéresse. Et je pense que c'est dommage, il y a quelque chose, il y a un chaînon manquant entre l'éditeur et le public. Et c'est ça qu'on essaie de travailler dessus pour être le plus possible en direct avec le public, grâce à toi aujourd'hui par exemple. Car les gens, ils sont curieux, moi je trouve. Ils sont curieux, mais voilà, il faut que l'information vienne à eux. C'est ça le problème principal, c'est l'information. C'est ce que j'allais dire, c'est la communication finalement. C'est le fait qu'ils sachent que ça existe. Ensuite, peut-être qu'ils aient 2-3 images ou 2-3 commentaires pour se dire tiens, ça peut m'intéresser. Donc en fait, c'est une question de communication. Voilà. Exactement. Mais voilà, et quand on est une petite société, on n'a pas forcément les fonds nécessaires pour faire des campagnes de presse denses. Voilà, donc c'est vrai qu'on travaille avec les moyens du bord, mais en tout cas, on le fait. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a une sortie, quelque chose que vous avez été, duquel vous êtes très fier, vraiment la pépite, le truc que vous dites ah ça on a force ça. J'ai l'impression de le dire à chaque nouvelle sortie, moi c'est un peu mon problème. Mais franchement, je crois que, quand même, je l'ai déjà dit, mais je crois que mon petit chouchou de cette année, c'est quand même Bubble Bass, le film d'animation justement hongrois. J'ai déjà raconté l'histoire, mais bref, j'ai vu juste des images du dessin animé à Berlin au marché du film en 2019, avant qu'on soit tous chez nous. Et d'ailleurs, on n'a pas bougé. Hein. Du coup, on n'est plus ressorti. Et du coup, après, j'ai demandé un lien de visionnage à l'ayant droit et j'ai vu le film et je suis tombée amoureuse de ce film. Je l'ai regardé 2 fois de suite tellement je trouvais ça génial. Et donc, c'était vraiment cool de juste le découvrir 3 photos dans un catalogue et après de pouvoir le dire, je l'ai sorti en Blu-ray, c'est génial. C'est vraiment mon chouchou de cette année, je crois. Alors, une petite mention pour Tous les deux du ciel, parce que c'était le premier film. On remercie François Cognard, Quarks, parce que ceux qui sont venus vers nous pour nous aider Et TBC, les producteurs. Et TBC, bien évidemment, avec les 2 amis. Vincent et David. Voilà, donc merci à ces 4 amis. Oui, parce qu'ils nous ont quand même permis de sortir notre premier Blu-ray. Voilà. Et pour un super film en plus, il est vraiment génial aussi. Et moi, mon petit coup de cœur, je pense que ça reste Zone humide. Oui. Voilà, film allemand, complètement déjanté sur la sexualité, l'essor. L'hygiène intime. L'hygiène intime. Il se passe plein de choses dans ce film. Ça peut rappeler quelques bases. Voilà. C'est très actuel. Non, mais il est vraiment super ce film. Un film féministe, mais pas trop drôle. Enfin, voilà. Émouvant aussi. Il y a des aventures. C'est vraiment chouette.
Et là, je regrette aussi quand tu as eu très très peu de presse, alors qu'on a fait un bonus avec Ovidi, et qui mettait justement en valeur le film. Et même elle ne comprenait pas pourquoi, à l'époque, il n'a pas eu ce retentissement, et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est bien déçus qu'il n'ait pas le retentissement. Mais pareil, quand on voit les gens qui le découvrent, ils disent « Ah ouais, c'est super !» Et ça fait plaisir. Oui, Il était passé à l'étrange festival il y a 2013. 2013. Voilà. Et petit bonjour aussi à nos amis de Outbuster, qui l'avaient aussi proposé sur la plateforme. Voilà. Et du coup, ces pépites, on les achète où, dites-nous? Ah, ben, un seul endroit, extralucidefilm.com. Voilà. Non, ben, c'est vrai qu'on a notre site de vente en direct. Donc ça, c'est cool parce que du coup, les sous, ben, c'est pour nous, hein, c'est con à dire, mais il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de distributeur. Voilà, donc c'est quand même le mieux. Et on livre le plus vite possible, c'est promis. Et ensuite, alors pour la première partie d'Extra Lucide Film, on avait un distributeur qui s'occupait de placer nos titres à la Fnac, dans les boutiques. Et là, depuis cet été, on a décidé de prendre à notre compte la distribution aussi en Fnac. On a ouvert notre compte. C'est un peu technique, mais c'est important pour nous parce qu'encore une fois, voilà, les marges diminuent et on gagne un peu plus de sous avec. Ouais. Il y a beaucoup de tableaux à faire et ça c'est. Mais c'est vrai, c'est compliqué. On va y arriver. Et quand tu ouvres le mail et tu vois tous les tableaux commandés, tu te dis ah je referme le mail, on va ça demain. Voilà. Puis sinon, on travaille avec des boutiques privilégiées comme Metaluna, Bruno Terrier à Paris, Potemkin. Potemkin. Il y a la librairie Lumière aussi à Lyon. Voilà, on travaille bien avec eux en direct. D'ailleurs, nous faisons un appel à tous les boutiques. On est là. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est là pour ça tombe bien, pour faire ce genre de choses. On va gagner beaucoup, mais c'est toi jamais. Il suffit d'un déjà. Alors, du coup, on va passer juste sur 2-3 petites questions qui concernent le marché, on va dire, si c'est possible. Par contre, c'est juste pour savoir si ça sera 2 ou 3. Ça dépend de mes envies du moment, en fait. Ça varie en fonction. Alors, la première question qui vient d'ailleurs d'un abonné, parce que je leur ai demandé s'ils avaient des questions générales, et ils m'ont dit un truc intéressant. Est-ce que vous pensez que dans les ventes actuelles, on a plus de grand public ou alors plutôt de collectionneurs? Est-ce que le marché physique touche encore le grand public? C'est compliqué à dire. Là, jusqu'à maintenant, où on n'avait pas de compte direct avec la Fnac, donc on n'avait pas vraiment les ventes... parce qu'on va dire que la Fnac, en gros, c'est les titres plus grand public, même s'ils ont des beaux rayons cinéma de genre, quand même. Nous, c'est sûr que sur Internet, c'est le cinéma de genre qui marche le plus. Ouais. Ça, c'est clair et net. C'est les collectionneurs, c'est, comme je disais, les geeks, les cinéphiles. Ils sont sur Internet, ils sont sur les réseaux sociaux, donc ils sont au courant des sorties, des précommandes, tout ça, il n'y a pas de souci. Là, on a sorti un documentaire sur le père du cinéma africain. Sam Ben. En DVD, je sais pas, on a eu 10 préventes sur le site. Sur Internet, voilà. Ça, c'est des titres qui vont plus marcher en boutique. Et du coup, là, on n'a pas encore la portée du truc. Mais c'est vraiment le cinéma de genre, pour moi, qui marche le plus. Hein. Ouais, allez, on l'a vu par ailleurs, ou par exemple avec les Alex de la Iglesia, qu'on a fait notre campagne avec Kiss Kiss Bank Bank de prévente, qui a plutôt bien marché. Oui. Là, le public répond. Le public a envie d'avoir des beaux objets. Enfin, moi aussi d'ailleurs, on est tous un peu geek aussi, hein, si on le fait, c'est qu'on a envie d'avoir des... Je pense que c'est important de l'être soi-même, ou d'apprécier la qualité pour pouvoir offrir aux autres ce qu'on aime et dans de bonnes conditions. On va parler vite fait d'Alex de la Iglesia, là, parce que vous sortez des trucs intéressants. Donc, il y a le jour de la bête qui ressort, il y a Balada Triste qui ressort, il y a, comment il s'appelle, Perditas Durango, je crois, qui sort. Et pour ceux qui, par hasard, nous regarderaient, et vous n'avez jamais vu un film d'Alex de la Iglesia, bon, Balada Triste, il est assez connu, c'est de la bombe. Le jour de la bête, c'est de la bombe. Si vous avez vu Balada Triste, le jour de la bête, c'est de la bombe, c'est génial, c'est de l'humour noir, j'adore. C'est bref, l'autre, je l'ai pas vu, le troisième, ça tombe bien, d'une certaine manière. Moi, c'est mon préféré, Perdita Durango, perso. Et ben voilà. Alex de la Iglesia, c'est très bien. Ouais, et donc on a rencontré Alex de la Iglesia au mois de mai dans ses bureaux à Madrid. Donc on a des interviews exclusives avec lui pour les bonus des 3 films. Et voilà, on chouchoute les éditions. UHD pour Perdita Durango et Jour de la Bête. Blu-ray pour Balada Triste. Ouais, UHD HDR. Oui, avec le Blu-ray, parce que tout le monde n'est pas équipé 4K, donc ce sera des combos UHD Blu-ray. C'est important de préciser. Exactement. Donc super.
trop bien. D'ailleurs, il est censé être en France, je ne sais plus quand, mais en Alsace, je crois, il est censé venir à un festival à Alex de la Iglesia. Strasbourg. Et Festival du film fantastique de Strasbourg. Bah, ce Voilà. week-end, là, ce week-end, donc ce sera le Là. 12, 13 J'arrive plus à compter. septembre. Voilà. C'est Bon, clair. quand on sortira la vidéo, ça aura déjà eu lieu, hein, mais Voilà, c'est ça. Bah, allez tant pis suivre. pour Il Et ne restera plus qu'à acheter l'édition pour avoir les bonus. Nanana. C'est ça. Il passe pas par Paris, malheureusement. Mais les films sortiront en novembre. Voilà. Alors, Perdita Durango sort en salle le 22 septembre. Et Le Jour de la Bête sortira en novembre, en salle. Mais nous, Et nous, on sort tout en novembre. Voilà. Et c'est des super bons films. D'ailleurs, je profite, petite blague qui n'a rien à voir, hein, mais je me souviens que Balada Triste, ils ont raccourci le nom, parce qu'au début, il avait le nom de la musique qu'il y a dans le film. Balada Triste des trompettes, et bien ils ont dit, oh, allez, fais le cours, parce que c'est un peu long comme truc. Bref. Alors, Et coucou à Grégory Lay, qui a fait une super illustration pour Balada Triste. Voilà. On aime bien faire appel à des artistes aussi pour refaire des illustrations, spécialement pour nos sorties. Ça tombe bien, c'était une des questions à laquelle je fais référence. Bref, du coup, on va partir un peu sur le travail d'édition, parce que justement, comme j'ai dit, souvent, il y a des gens qui sont mécontents. Parfois, on va pas se mentir, hein, comme vous avez dit tout à l'heure, des éditions DVD qui étaient pas bonnes. Il y a des fois, bon, il y a de quoi se plaindre quand on paye, voilà. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir aussi l'autre côté du miroir dans ce cas-là. Et je vais poser une question, comme j'ai dit, moi j'y connais rien, donc je vais poser des questions de mec qui n'y connaît rien. Disons que c'est un mec, comme moi, ou n'importe qui, dans la vie de tous les jours, il se dit, tiens, ce serait bien que ce film soit édité. C'est quoi la première chose qu'il doit faire? La j'ai première vu un film il y a 10 ans. C'est une histoire de droit, déjà de base. C'est retrouver l'ayant droit. Si tu arrives à le trouver, qui sait? Si c'est des grosses majors, soit c'est géré par des catalogues où tu peux négocier avec eux, soit par exemple c'est Warner, où là, tu peux pas négocier. a priori c'est mort, ton film ne ressortira plus jamais de la vie parce qu'ils s'en foutent. Warner, si tu nous écoutes. Bonjour, on a beaucoup de films à vous demander. Voilà. Mais voilà, c'est déjà ça. Après, tu as des ayants droit par héritage ou qui connaissent pas forcément le marché et donc qui pensent qu'ils peuvent vendre leur film 15 millions de dollars. Et ça, c'est pas possible non plus. Et que tu peux pas, même si tu leur expliques l'économie, tu leur montres tout ce que tu vas devoir dépenser pour sortir leur film et tout ce que tu vas potentiellement gagner pour espérer juste te rembourser, en fait, ils comprennent pas, en fait. Et ils veulent pas baisser leur prix. Donc, c'est des films encore que tu pourras pas sortir parce que tu peux pas les acheter, ils sont trop chers. Et ça arrive souvent. Et ça arrive souvent. Voilà. Et après, si tu as sourcé l'ayant droit, que tout va bien, c'est un problème de matériel. Parce que de nos jours, sortir que du DVD, alors on l'a fait pour le documentaire ou pour Property par exemple, parce que c'est le seul matériel qui existe et on ne peut pas faire mieux. Property, c'est la réalisatrice elle-même qui nous a donné les bobines. Donc voilà, au moment tu es bloqué. Mais pour d'autres films, si tu peux pas faire de HD, c'est compliqué de les sortir parce que soit ils existent déjà en DVD ou en VHS, ça sert à rien de ressortir la même copie en fait. Maintenant, il faut améliorer la qualité de l'édition. Upgrade. Et qu'est-ce que j'ai oublié, Patrice? Bon, écoute, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà les deux premiers éléments. problèmes. Après, il y a effectivement tu peux trouver où sont les droits du film. Et le matériel est inexistant. Donc ça arrive dans pas mal de catalogues, il y a plein de films disponibles, mais en fait, ils ont... Il n'y a plus de copies. Plus de copies. C'est triste, ça veut dire qu'il y a des films qui disparaissent, que ce soit pour quelqu'un qui veut les vendre trop cher ou parce qu'ils n'ont plus de copies. Le cinéma n'est pas éternel malgré ce qu'on croit. Il y a des films qui sortent et puis après, hop, on les perd. Tu vois, un exemple peut-être concret sur les films, les Edgar Wallace, par exemple, en Allemagne. Ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours plu et que j'ai sourcé pendant de longues années. Je ne sais pas si ça va te parler, donc pour aller dans les détails si tu veux, mais à l'époque, l'ayant droit, ils voulaient vendre genre 10 000 € le film, il fallait en acheter 50. Et que, juste les droits vidéo en voilà, plus. Ce qui est forcément impossible. On sait que c'est des films rares, certes, mais ça va être limité à un public très limité. On serait ravis de pouvoir sortir ça, en tout cas de pouvoir diffuser ce genre de film, mais les ayants droit s'en foutent. Ça veut dire que les films ne sont sortis ni en VHS, ni en DVD, ni en Blu-ray. Ça fait 30 ans en fait qu'ils sortent pas et ils s'en foutent.
Et qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Voilà. Comme certains films en Asie aussi, c'est très difficile de travailler à certaines compagnies. Voilà, je pense que leur marché à eux, ils se suffisent, ou ils n'ont pas envie de s'embêter, ils font des ventes télé à côté, et ils pensent qu'ils peuvent se passer de certains marchés, alors que j'ai pour idée qu'être ayant droit ou éditeur, à un moment donné, on a une fonction, c'est la diffusion. Donc l'ayant droit, il a des œuvres entre ses mains, il a eu donc des réalisateurs, et il faut montrer ses œuvres. Et je trouve ça vraiment très dommage, voilà, que des gens avides que d'argent, voilà, bloquent des centaines, des milliers de films qui deviennent invisibles. Et à force, ils deviendront de plus en plus invisibles parce que les copies vont se détériorer, parce que ça va tomber à force de plus en plus dans l'oubli. Et voilà, c'est dommage, mais c'est une des réalités. Hélas. Et pour trouver les ayants droit, parce que des fois, alors il a été produit par tel studio qui n'existe plus, dont les droits ont été rachetés par celui-là, mais ce film-là, en fait, il a été parce que lui, il avait les droits. Vous arrivez à vous y retrouver là-dedans, parce que voilà, quoi. C'est pas facile. Après, c'est juste l'expérience, quoi. Au fil des années, on connaît les contacts, on connaît les catalogues, on suit à peu près qui rachète quoi. Voilà. Ah ouais, faut fouiller, faut parler, faut faire les festivals, faut rentrer en relation avec des laboratoires, avec éventuellement des gens qui ont travaillé sur un film s'il n'est pas encore trop ancien. C'est un peu du sorte de Sherlock Holmes, de remontada de droit. Il y a un film sur lequel on avait travaillé longtemps, c'était... Oh, j'aime beaucoup la référence footballistico-polar, c'était beau. Un film mexicain qui s'appelle El Vampiro y el Sexo. Ouais. On a mis des années en fait à retrouver la version sexy. C'était la version sexy donc européenne du film Santo nel Tesoro de Dracula. Et là, ça a mis des années à pouvoir retrouver la copie qui est passée dans un festival, qui a été retrouvée par la nièce des producteurs Calderon. Voilà, il se passe plein de petites choses comme ça, et puis des fois ça se débloque. Il suffit un peu comme des fois fait d'autres sociétés françaises sur le cinéma muet, paf, on retrouve dans une grange ou autre la copie, le Sésame, ou comme fait aussi notre ami Stéphane Bouillet de Chaque Film, qui est de plus en plus là-dessus, dans la restauration. Oui, il restaure direct. Il a une super machine. On va faire un appel au dos. Nous aussi, on aurait une super machine pour restaurer, donc si c'est possible, on en reparle, on fait une prochaine vidéo pour un téléthon de la restauration. Donc je disais, ce qui est intéressant avec ce que vous avez raconté là, c'est qu'on comprend déjà évidemment qu'en effet sortir un film pas très vendeur, évidemment c'est difficile, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des choix de pourquoi est-ce qu'on ne ressort pas ce type de film et tout, c'est que parfois ils sont juste impossibles à avoir pour différentes raisons, et qu'en fait c'est pas aussi simple mais pourquoi vous sortez pas des vieux films, des trucs et des machins, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Et puis comme dit Patrice souvent, si le film n'est jamais sorti nulle part au monde, c'est qu'il y a forcément un problème. C'est peut-être qu'il est mauvais, en fait. Et on voit que c'est pas une raison, en fait, quand on va des fois en salle. Pardon. Je disais... du coup, je pose la question, parce que, entre guillemets, vous l'avez évoqué. Et qu'est-ce que vous pensez du crowdfunding? Est-ce que vous pensez que c'est une solution, que c'est juste une manière d'apaiser la souffrance, mais que ce n'est pas quelque chose qui va soigner? Déjà, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, remet les choses en place. Voilà, je voudrais le dire, on ne gagne pas d'argent avec les crowdfunding. C'est vraiment des préventes qui nous permettent de financer l'achat des droits et la fabrication des produits. C'est quand même plutôt rare quand du coup les objectifs sont dépassés et qu'on commence à faire des bénéfices. Parce qu'en général, en plus, quand on atteint des paliers, on réinvestit, on dit on vous rajoute un film, on vous rajoute un cadeau, voilà, pour attirer les gens. Donc déjà, on s'en met pas plein les poches avec le financement participatif. Et on ne demande pas forcément la somme nécessaire, parce qu'elles sont trop élevées. Et des fois, on se dit, bon, si on pouvait avoir au moins ça, et surtout pour une société comme la nôtre, où à peine 2 ans, où on a commencé avec rien, sans trésorerie, pour nous, c'est impossible de mettre 30 000 euros, ou même 10 000 euros, ou même 5 000 euros, comme ça, on ne peut pas. Donc voilà, ça c'est dit. Et sinon, le financement participatif, oui, c'est utile pour financer donc certains gros projets, là comme les Alex de la Iglesia on avait fait pour notre première salve d'Extraculte.
nous, on était une jeune société qui commençait. Notre site internet n'était pas forcément encore lancé ou au tout début. On n'avait pas encore sur notre page Facebook beaucoup d'abonnés. Des sites comme KissKissBankBank ou Ulule, il y a quand même déjà une communauté qui existe et ça permet d'atteindre plus facilement des gens quand tu n'as pas le réseau à la base. Exactement. Les gens n'ont pas forcément envie. Enfin, déjà, ils sont très sollicités à créer des comptes, des mots de passe, ceci, cela. Enfin, je pense qu'on a tous marre, on a tous notre tableau Excel, notre fiche, on ne se rappelle plus des mots de passe, il y en a tellement partout qu'ils n'ont pas forcément envie à chaque fois de faire une nouvelle démarche. Donc, ils ont leur compte KissKiss, ils ont l'habitude d'acheter là-dessus. Donc, pour nous, c'est un peu comme une boutique. Et c'est vrai qu'au début, c'était essentiel pour pouvoir toucher, comme dit Karine, un public. Un maximum de personnes. Voilà. Maintenant qu'on commence à avoir pas mal de gens, on met des titres directement en prévente sur notre site. Voilà, on commence à prendre un peu plus de risques. Voilà. Mais c'est pas dit que pour un gros projet, on ne revienne pas sur KissKiss parce qu'ils ont plus de... Force de frappe. Voilà, c'est le mot. Et du coup, actuellement, vous avez quelque chose en cours, quelque chose que vous voulez signaler aux gens qui nous écouteraient? Non, là, donc les Alex sont en cours. Et là, le prochain gros projet, on l'a un petit peu évoqué, ça sera Salvador, le film d'Oliver Stone. Oui. Donc ça, c'est un gros projet. On essaye de le finir pour la fin de l'année, où on voudrait faire... Je suis cru entendre, d'après un post Facebook, qu'il y a une personne qui a fait le commentaire audio. J'ai croisé son post hier, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et peut-être même qu'on a rencontré Oliver Stone pour lui poser des questions directement. Peut-être. Et peut-être même que quand on mettra une photo et que les gens pourront voir la photo quand la vidéo sera diffusée. Voilà. Et peut-être que du coup, non, ça c'est sûr, on va essayer de faire un livre comme on a fait pour le Slacker Book. Sur les mêmes bases, en reprenant le scénario, des articles de presse, le dossier de presse, la note de prod, un cahier photo, une belle couverture rigide et le Blu-ray, le DVD du film inséré dans la couverture. Voilà, on va faire un bel objet pour ça. Donc on ne sait pas encore si ça sera des préventes juste sur notre site ou si on fait un KissKiss. C'est la prochaine question qu'on va se poser dans les semaines à venir. Exactement. N'hésitez pas à voter 1 pour le KissKiss, 2 pour le site internet. Ou vous envoyez ça à Paris concours. Ouais, je sais plus. Ça date, ces trucs-là. Maintenant, c'est tout sur Internet. Là, j'essaye de faire le vieux. Là. Et en plus, j'avais une question. Zut. Bon, bref. Et du coup, petite question, parce que je sais qu'évidemment, ça dépend des endroits, blablabla. Mais qu'on comprenne combien ça coûte à peu près au total pour que les gens voient par rapport au prix d'achat en magasin, au prix de vente. Combien ça coûte à peu près? Ça veut tout rien dire, mais une édition, que les gens comprennent, combien il faudrait vendre, à quel prix pour entrer dans ces frais et tout ça. Après, tu vas me corriger si je me trompe. Je n'y manquerai pas. C'est ce sujet qui me tient à cœur. Si en gros, on fait une moyenne entre le prix d'achat des droits, le sous-titrage, traduction, sous-titrage, la jaquette, l'autoring, le pressage, la taxe Sony, la taxe Blu-ray, tout ça, blablabla. Le labo. Je pense qu'on peut, en gros, en moyenne, pour sortir un film, ça te coûte entre 8 et 10 000 euros, en fonction du packaging que tu veux faire. Ouais. Voilà. Une belle édition, tu arrives rapidement à 10 000 euros quand même, pour 1000 ou 1500 exemplaires. Hein. Ouais, c'était pour Star Crash et des Swarm Up et le Tweet de Ducel, en tout cas, c'était entre 8 et 10 000. Ouais, même plus, parce que c'était que le pressage, presque. Que le pressage. Ouais. Donc, faut en vendre beaucoup. Donc, faut en vendre beaucoup. Donc, quand on met un beau coffret à 20 euros, on a dépensé 10 000 euros. Donc, Patrice, je fais sur le calcul. Moi, je ne fais pas de calcul. Faut en vendre 500. 500 pour te rembourser. C'est ça. Voilà. Sachant que vendu 20 euros, quand tu passes par un distributeur. Il te reste que 12 euros. Voilà. Donc, ça va pas très loin, en fait. C'est surtout ça qui est c'est plus inquiétant pour les films un peu plus difficiles à vendre. Mais je voulais dire aussi autre chose. Et ça, c'est pour les droits de film. Nous, on refuse d'acheter. Voilà. C'est ça, je voulais chercher. Je le sentais. On refuse d'acheter des films trop chers parce que déjà, on n'a pas les moyens. Et parce qu'on considère que ça se fait. Hein, d'autres éditeurs qui achètent des films vraiment très très chers, genre 10 000 euros que j'ai dit, mais ils achètent 10 000 euros juste les droits. Et du coup, ça casse le marché. T'as bientôt plus de batterie, Patrice. Ah oui. Et il va falloir que je mette le fil, sinon on va être coupés, les amis. Bonjour. Ça y est, on est branché. Oh, bonjour, on est de retour. Mais c'est vrai que, comme dit Karine, voilà, il y a certains éditeurs, ils vont mettre le chéquier pour avoir les droits de tel film, ils vont mettre 10 000 euros.
ils vont l'acheter juste pour l'image, parce qu'ils vont rien gagner au bout du compte. L'image, on sait que c'est important aussi dans le milieu, pour voir, tiens, c'est moi qui ai sorti ça, c'est moi qui ai sorti ça, c'est formidable, tout le monde va se goser, c'est formidable. Nous, on ne marche pas avec le chéquier, on n'a pas de chéquier de toute façon. Voilà. Non, mais voilà, du coup, des fois, ça prend plus de temps, mais au moins, il y a une sincérité qui s'installe quand on travaille avec des endroits, c'est-à-dire qu'on va les rencontrer plusieurs fois, qu'il y a une amitié qui va se créer, ça s'inscrit dans le temps. On essaye d'être réaliste par rapport aussi au marché. Parce que du coup, quelqu'un qui va acheter le même film 10 000 euros alors qu'il vaut 3 000, ça veut dire que l'ayant droit, il va se dire le marché en France, c'est formidable, alors que nous, on passe notre temps à parler aux ayants droit, à essayer de leur faire comprendre la réalité du marché. Et il y en a d'autres qui vont zigouiller tout ce travail qui est important, mais qui est fondamental. Il y a pour les petits éditeurs, pour les moyens éditeurs, il y a une réalité, elle est aussi économique. Voilà, l'économie se marie aussi avec la passion de défendre un film. On est obligé de faire avec les deux. C'est ça. Et je ne sais pas si on peut parler également du CNC quand même. Oui, allons-y. On est là pour expliquer comment ça fonctionne et d'où vient l'argent. Et allons-y. Donc il y a le CNC, le Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Ouais. Parce que c'est très long maintenant leur nom. Qui subventionne, qui finance quand même tous les secteurs du cinéma français. Ça va du... Toute la culture. Et oui, en général. Voilà. Donc la moindre petite série, petit programme qu'on voit après le JT de TF1 de 20h, c'est CNC. L'aide au scénario, l'aide à la production pour les films en salle, l'aide à la distribution de films en salle. Et même l'aide aux jeux vidéo. L'aide aux jeux vidéo, l'aide aux plateformes VOD. Et donc l'aide à la vidéo, bien sûr, il y a un département qui existe. Alors je vais juste faire une petite parenthèse pour expliquer à tous nos amis. Donc cet argent qui est au CNC et qui est ensuite redistribué à la culture française provient en grande partie d'une taxe qui est perçue sur les entrées cinéma, sur les films américains. Par exemple... en fait, sur toutes les entrées salles. Mais je crois que la taxe est plus importante pour les films américains, non ? Ah, je sais pas. Oui. Mais donc, du coup, c'est principalement financé par les films américains. Voilà. Donc ça, on peut se plaindre qu'il y a encore Transformers 53, tout ça, qui a fait 5 millions d'entrées. Au bout du compte, Transformers 53, sans Transformers 53, on serait peut-être pas là non plus. Il y a moins de sous dans les caisses du CNC. Voilà. Donc chaque année, il détermine un budget pour l'année qui va être alloué à l'édition vidéo. Et on ne le sait pas, mais il y a des centaines d'éditeurs vidéo en France. Il y a des petits éditeurs qui sortent 3 documentaires par an, mais ils sont quand même au CNC et on les connaît pas. Et voilà, c'est quand même colossal. Le nombre de projets d'édition vidéo qui sont déposés chaque année au CNC, c'est par milliers, vraiment, hein, ça se compte par milliers. Ouais, et ils sont, dans la vidéo, ils sont 3 ou 4 à peine. Et franchement, des fois, je me dis, mais comment ils font pour gérer tous ces dossiers parce que les dossiers à rendre sont assez denses. Hein. Faut donner toutes les factures. Enfin, voilà, faut prouver vraiment toutes les dépenses. Justifier toutes les dépenses. Ouais. C'est aussi des choses lourdes à faire. Encore des tableaux Excel. Mais heureusement qu'ils sont là parce qu'ils aident à hauteur variable. Hein. Ça dépend des projets, ça dépend si ça a retenu leur intérêt ou pas. Ils font un retour détaillé sur chaque film. Voilà. Mais donc, on a aussi des subventions de la part du CNC. Petite question, du coup, pour une édition française, je sais que le terme édition française, c'est un peu compliqué, mais puisqu'on a parlé du CNC, est-ce que, je n'ai pas trop le truc, mais faire une édition en français, mais par exemple qui serait éditée en Belgique, elle aurait d'autres règles, elle agirait selon d'autres droits, aussi d'autres peut-être possibilités d'obtenir un financement et tout ça. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, ce genre de choses? En fait, non. En fait, ça... C'est de la fraude fiscale, monsieur. Ah, ok. non, mais tout dépend du contrat, en fait, parce que quand on achète les droits pour des territoires, et donc pour la France, territoire francophone, Benelux, Outre-mer, enfin, après, tout dépend des termes du contrat, mais voilà, en général, on achète pour la France et territoire francophone, dom-tom, tout ça. Donc, par exemple, il y a des questions qui reviennent souvent. Pourquoi il n'y a pas les sous-titres anglais? Pourquoi il n'y a pas ceci, cela? En fait, c'est une question de contrat. Le film va être vendu pour le marché français. On aura juste le droit de mettre les sous-titres français. On n'a pas le droit de mettre les sous-titres anglais. En fait, si on mettait les sous-titres anglais, ça veut dire que l'ayant droit, c'est-à-dire que les autres pays, les acheteurs d'autres pays pourraient l'acheter. Et donc, ça porte préjudice aux ventes. Il y a des cas qui existent, bien évidemment. Il y a plein de films où il y a il y a des sous-titres français, c'est pas des éditions françaises, ça, il y a pas mal de cas. Mais voilà, c'est un cas qui revient de temps en temps.
Donc ça veut dire qu'un éditeur qui édite des trucs avec des sous-titres espagnols ou anglais, ça doit coûter super cher au niveau des droits, hein. Ben, ou il n'a pas les droits, mais ça, c'est une autre question. Exactement. Non, mais je me dis, du coup, le petit éditeur espagnol qui dit j'ai envie de sortir ce film asiatique en Espagne, il met des sous-titres espagnols, boum, il doit payer pour toute l'Amérique latine, à part le Brésil, heureusement. il doit sortir le chéquier quand même. Bon, en même temps, il a plus de chances de vendre aussi dans ces pays, hein, si on y réfléchit un peu. Aussi. C'est ça. Un petit peu de logique aussi là-dedans. D'accord. En relire, c'est souvent du cas par cas, en fonction des endroits, en fonction des territoires qui sont disponibles, en fonction des droits qui sont disponibles, parce que des fois, quand un vendeur te propose des droits, il va te proposer, s'ils sont libres, les droits vidéo, les droits VOD, les droits SVOD, les droits Pay TV, c'est-à-dire les chaînes du câble, les droits Free TV, les droits pour le cinéma, les droits aussi pour tout ce qui est avion, hôtel et compagnie. Et pour les AVOD aussi, pour YouTube, et enfin les trucs payants là. Voilà, advertising, voilà. Donc il y a tout, et certains droits ne sont pas forcément non plus disponibles. Certains ayant droit, ils vont se dire tiens, moi j'achète les droits télé, tiens, moi je prends juste la VOD. Donc il y a tout un micmac où les cas sont des cas uniques. Voilà, chaque cas est unique. Ouais, bon, ça, de toute façon, mais voilà, comme ça explique, parce que justement, j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, mais pourquoi avant, à chaque fois qu'il sortait un DVD, il y a 36 langues et 36 sous-titres? Ah voilà, maintenant vous avez la réponse. C'est le cas des films des majors. Ouais. Si on prend MGM, Warner ou une autre. Ouais, ils ont les droits monde. Voilà. Donc sur ce genre de film, effectivement, tu auras toutes les langues possibles. Après, personnellement, j'avoue que ça m'a été utile. Par exemple, L'Homme des Hautes Plaines, le fameux La Fin qui est modifié en VF. Je me suis regardé le film en français, en espagnol, en italien, en je sais pas combien de langues, avec les sous-titres pour vérifier tout. Et du coup, j'ai bien vérifié que la plupart des pays étaient d'accord pour faire la même faute à la fin. Voilà. Ah oui, non, même en allemand, il dit c'est son frère à la fin. Il fait mein Bruder. Bon, c'est son frère. Bon, ok. Il n'y a pas que les Français. Voilà, voilà, comme ça, il faut jeter la pierre, mais sur tout le monde. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire alors, je profite pour vous parler un petit peu d'autres trucs, parce que c'est la première que j'ai là sous la main. Et comment est-ce que vous expliquez qu'en France, il paraît que c'est assez spécifique à la France, le DVD soit encore aussi vivant par rapport au Blu-ray? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés au DVD, d'une part par une mauvaise communication quand le Blu-ray est sorti. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens qui pensent qu'un lecteur Blu-ray ne lit pas de DVD. Ouais. Et donc, beaucoup de gens sont restés au DVD. Ça, c'est une des premières explications. Mais c'est vrai, nous, à chaque fois qu'on parle à des gens pas forcément cinéphiles Blu-ray, les gens ne savent pas forcément encore ce que c'est le Blu-ray. Déjà, c'est moche comme mot. C'est pas très pratique pour rentrer dans les têtes. Et je pense que oui, comme dit Patrice, il y a eu un manque de communication et d'éducation des spectateurs au nouveau support, en fait. Et c'est pour ça que pour certains titres, on avait commencé pour l'Extra-Culte, là on va passer que au Blu-ray, mais pour notre titre de la collection Extra-Monde, on continue à faire des combos Blu-ray, DVD, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore de lecteur Blu-ray, et plus particulièrement les gens pour des films plus grand public, comme on peut sortir dans cette collection-là, des gens un peu plus âgés notamment. Voilà. Donc on continue à faire du combo pour ces personnes-là. On s'est aperçu que pour les extra-cultes, comme Le Chat qui fume, qui est passé au Blu-ray total sans faire plus de DVD, on va suivre ces pas pour les titres cinéma de genre. Mais du coup, c'est encore un petit handicap en France, parce que ça veut dire qu'il faut avoir les droits. Est-ce qu'il y a des droits DVD et DVD, ou c'est juste droit vidéo? C'est droit vidéo, ça, il y a droit pas. Vidéo. Bon, ça, au moins, il y a ça, mais à la production, ça fait déjà quand même 2 galettes au lieu d'une. C'est ça. Rajoute quand même des frais, quoi, je veux dire. C'est clair. Bah oui, voilà, c'est ça. Et puis donc, et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que les gens qui ont des lecteurs Blu-ray ne soient pas lésés par le prix d'achat parce que on l'augmente parce qu'il y a un DVD dedans non plus. Enfin, parce que produire un Blu-ray, c'est beaucoup plus cher que produire un DVD. Voilà. Déjà. Voilà. Donc on n'augmente pas nos prix parce qu'il y a 2 galettes. Puis ça fait un cadeau, voilà. On peut offrir juste l'une des galettes à son voisin pour son anniversaire. Voilà, c'est ça. Bon anniversaire. Il manque le packaging, c'est normal. Laisse tomber. Et petite question aussi, parce que donc
le format DVD, quand il est arrivé, il avait la grande force pour moi, à la base, de permettre aux gens de voir le film en français, en VO sous-titré et tout ça. Mais du coup, dans le marché physique, de nos jours, il faut qu'il y ait, bon, pas forcément une VF, ça dépend des films et d'où il vient, par exemple, des fois, voilà. Mais il faut quand même faire des sous-titres, et ça aussi, ça a un coût. Est-ce que. Alors, je ne parle pas comment dire ça, de financer une nouvelle VF, parce que ça, je pense que ça doit être encore beaucoup plus cher. Hein. Mais. Par exemple, certains films, ils ont des vieux films, ils ont des VF d'époque qui sont un peu, voilà, quoi, parce que peut-être le film était considéré comme de la gnognotte, donc il n'était pas bien traité. Comment dire, j'ai envie de vous dire, en gros, encore une fois, ça coûterait combien tout ça? Ça représente quel prix, quelle quantité d'efforts aussi au niveau du travail? Bon, alors déjà, il y a des VF qui sont cultes quand même. Et quand elle est existante et qu'on la met pas sur le Blu-ray, les gens sont pas contents. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Donc quand il y a une VF, même si elle est naze d'époque, on la met parce que c'est quand même charme, assez savoureux. Voilà. Ensuite, pour refaire un vrai doublage, parce qu'on peut être amené à le faire quand on vend des films à la télé, par exemple, ils veulent un doublage français pour des films récents qui n'ont pas été doublés. Ah, ça peut vite être cher, hein. Ça dépend s'il faut des voix connues et tout, mais bon, ça peut aller de 10 000 € vraiment un doublage sans casting, disons, sans voix connue, à ça peut aller jusqu'à 20 000 plus. Ça dépend du nombre de personnages, du temps de parole, du temps du film et tout ça. Mais donc un doublage, ça coûte cher. Ouais, ça va de 10 à 20, mais effectivement, s'il y a une voix très connue, s'il faut la voix de. Maintenant, il est mort, maintenant, voilà. Mais Julia Roberts. On peut passer à 40 facile ou 50. Ouais, parce que ils sont chers. Et du coup, ça augmente le nombre de ventes. Hein. Vous m'aviez donné un exemple de 500, c'est un ordre d'idée. Là, du coup, ça le double, hein, ça fait 1000. Du coup. Je sais pas si les gens achètent. Bah là, c'est plus pour les films télé. Hein. On va pas refaire des doublages pour les vieux films qu'on ressort en Blu-ray qui sont déjà sortis. Hein. C'est vraiment. Mais pour le sous-titrage, ça coûte 2000 € sous-titrer un film. Donc notre ami, il touche tant par sous-titrage, ok, je lui dirai. J'ai réussi à avoir l'info, hop, c'est fait, merci. 2000 peut être par les laboratoires, après, tu peux trouver aussi des vents de cœur à nouveau, voilà. Parce qu'ils sont fans du film, parce qu'ils ont du talent et qui veulent bien aussi aider les éditeurs. Voilà, enfin, on donne des moyennes. Hein, voilà. Et puis du coup, aussi, question pour les bonus, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a peut-être des gens, on leur dit « Ah, il y a ce film », et puis il va être motivé, mais il y en a, c'est quand même des pros du milieu, il faut peut-être les payer, puis il faut, par exemple, je redonne l'exemple du post Facebook de hier, d'après ce que j'ai vu, il fallait quand même une certaine installation pour faire le commentaire audio. Là aussi, il y a un prix qui peut être assez élevé, donc c'est-à-dire qu'une édition collector coûte plus cher, certes, à la personne quand il passe en caisse, mais aussi à l'élaboration. Ah bah oui, là, le Slacker Book, enfin le Salvador Book, du coup, il va nous coûter cher, mais parce que on est content de le faire. On doit déjà presque être avec les droits, les bonus, tout ça, on doit être presque à 9 000 € déjà, je pense. Ouais, puis le livre, ça va. Et le livre, on va finir à faire un projet. Donc oui, le commentaire audio, on l'a fait en studio, donc forcément tu payes le technicien, tu payes la location des lieux, tu payes le mixage, tout ça, donc voilà, ça monte vite. Après nos intervenants, on essaye de les rémunérer. Il y en a d'autres qui préfèrent être rémunérés on donne tout le film. Avoir accès à vie illimitée à, voilà. C'est soit accès à vie. nos sorties, voilà, ou sinon on rémunère, bien sûr. C'est eux qui choisissent, comme ça. C'est en fonction de leurs besoins, en fonction de leur façon de travailler, la façon dont. Voilà. C'est ce qu'ils veulent, ils font. C'est libre chez nous. Voilà. Puis pour les tournages, c'est nous qui nous en occupons avec notre acolyte Yannick. Donc on a notre petite équipe de tournage. Soit c'est moi qui fais le montage, soit c'est Yannick ou une tierce personne. Voilà. Alors, je voulais juste rajouter un petit point sur tous ceux qui font des bonus, les spécialistes. C'est vrai que je pense que c'est important, en tout cas, de les rémunérer, parce que c'est souvent un travail, un long travail aussi de recherche, selon la qualité du bonus. Et tout travail mérite... puis c'est leur métier aussi, des fois. Enfin, c'est journaliste, donc c'est normal de soutenir. On doit tous se soutenir aussi. Tout le monde a besoin de vivre.
Donc, voilà, on est toujours partant, en tout cas, pour pouvoir aider aussi ceux qui viennent participer à nos bonus. Voilà. Alors, je sais que je suis un peu chiant parce que je parle beaucoup d'argent, mais je pense que c'était important, entre guillemets, d'expliquer aux gens à peu près ce que ça peut représenter et pour que les gens, quand ils passent peut-être à la caisse, ils se disent, bon, au moins, je sais où ça va et je sais ce que ça a coûté, l'édition que je suis en train d'acheter là, pourquoi elle est aussi chère, entre guillemets, ou aussi peu chère, aussi. Et du coup, on va attaquer un sujet qui fait très débat sur les réseaux sociaux, les fameuses jaquettes. Voilà. Il y a eu des boogeyman sur les réseaux sociaux qui se plaignent. Il y en a même un qui a fait une vidéo dans laquelle il brûlait une jaquette en disant que c'était de la merde. Oui, oui. Ah oui. Chacun fait ce qu'il veut, mais pour dire que il y a tout un débat. Il y en a qui se plaignent que ce ne sont pas les affiches d'origine, que certains ressortent avec quelque chose de plus moderne, etc., etc. Alors, première question. Enfin, ça semble évident que c'était une question de choix éditorial aussi pour attirer un public et tout, mais au niveau de... quels sont les différents paramètres qui rentrent en ligne de compte? Est-ce qu'il y a aussi des droits pour les images, l'utilisation de la jaquette et tout ça? Alors en général, si c'est des affiches officielles qui ont été utilisées pour la sortie en salle ou la sortie vidéo et tout ça, elles sont fournies par l'ayant droit quand on achète le matériel. On achète la copie du film, mais aussi le matériel iconographique. Qui nous font parfois payer aussi. Qui nous font parfois payer aussi. On paye également les affiches des fois. Donc bon, bah, si c'est fourni par l'ayant droit, on l'utilise, il n'y a pas de souci de droit. Si c'est des affiches qui ont été refaites par ailleurs par des artistes, bah là, faut demander. Par exemple, pour Le Jour des Fous qu'on a sorti, avec une illustration de Devon Whitehead, un illustrateur américain super cool. Il avait déjà fait l'illustration. Du coup, on a demandé, on lui a racheté. Il ne l'a pas faite spécialement pour nous, mais on lui a racheté, on lui a demandé si on pouvait l'utiliser. Et après quand il y a des films où les visuels, même si on pourrait les utiliser, ils nous plaisent pas, ils sont pas très beaux, ou alors de pas assez bonne qualité, parce que des fois, il n'y a pas les affiches qui sont bien numérisées en HD ou conservées comme ça. Donc, on fait appel à des illustrateurs pour refaire un travail original sur nos sorties. Et j'ai envie de dire, après, si le visuel plaît pas, ils ont qu'à pas acheter. Plutôt que de brûler, c'est quand même un peu extrême. On ne peut pas satisfaire tout le monde, tout le monde a des goûts différents, donc il y aura toujours certains qui ne seront pas contents, qui vont aimer ceci, qui ne vont pas aimer cela. C'est l'histoire de la vie, hein, voilà, à un moment donné. Après, il faut être en accord avec soi-même. Est-ce que je veux plus avoir le film, même si la jaquette me plaît pas, ou est-ce que je trouve la jaquette tellement moche que tant pis, je renonce à avoir le film chez moi? Après, c'est juste, faut se mettre d'accord avec soi-même, quoi, c'est tout. Mais du coup, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont rendu le travail, là on parle des éditeurs évidemment, mais aussi ceux qui sortent des films et tout ça, plus compliqué? Parce que la critique, elle arrive tout de suite. Hey, on annonce tel film, voici la jaquette. Oh, mais c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous pensez pas que ça rend aussi tout ça un peu plus compliqué? Parce que l'information aussi critique voyage beaucoup plus vite. Qu'avant, c'était peut-être plus chacun avec lui, puis peut-être son entourage. C'est vrai que quand tu vas sortir un film, tu te dis la première chose, bon alors qu'est-ce qu'on va recevoir, ils vont pas aimer ça, on va pas aimer ça sera pas, il va manquer tel bonus qui est présent dans l'édition américaine ou autre. Mais voilà, des fois, nous, on a voulu acheter des bonus Arrow, mais voilà, les prix que nous proposaient étaient plusieurs milliers d'euros. C'est impossible pour nous de les acheter. De toute façon, le marché anglais est beaucoup plus important que le marché français déjà. Et on ne peut pas suivre, et on a beau expliquer à tel éditeur que voilà, on vous propose ça parce qu'on ne peut pas plus, ils préfèrent garder leur bonus. Des fois, ils préfèrent garder leur bonus en exclusivité aussi. Donc, ça aussi, ça rentre en jeu. Ouais. Après, voilà, c'est sûr, avec les réseaux sociaux, tout va plus vite. On est plus exposé forcément à la critique. Après, faut faire avec. Maintenant, à notre époque, c'est compliqué, surtout pour un marché de niche comme ça. Si en plus on n'est pas sur les réseaux sociaux, on s'en sort pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait la démarche aussi, voilà, avec toi aujourd'hui. On a une chaîne YouTube aussi où on essaye d'expliquer pour chaque projet pourquoi on fait ça, comment on le fait, d'être le plus ludique et ouvert possible sur toutes les questions pour que les gens comprennent. Et après, encore une fois, c'est le choix personnel de chacun. Si ça leur plaît pas, c'est pas grave, tant pis. On verra pour la prochaine édition s'ils sont contents avec celle-là, et puis c'est tout. Et puis il y a plein d'autres choses à acheter. Voilà, c'est ça. Il y a plein d'éditeurs super intéressants qui proposent des films formidables. Des éditeurs étrangers aussi.
peut acheter plein de choses super. C'est Et juste puis, pardon. Non, mais en fait, on fait notre max, on fait les plus belles éditions possibles qui sont à la hauteur de nos moyens, de ce qu'on veut, et au final, nous, ça nous plaît. Et bon, c'est peut-être un peu égoïste, mais en même temps, c'est nos éditions, donc c'est important que ça nous plaise d'abord à nous. Et puis aussi, il y a plein de gens super sympas quand même. Oui, parce que franchement, Voilà. faut encore remettre dans le contexte, les personnes qui font des critiques, c'est déjà souvent les mêmes, puis c'est une minorité quand même, et on a 15 fois plus de bonnes critiques et d'encouragement, et c'est ça qu'on retient. Voilà. Donc ça aussi, ça fait plaisir, hein, c'est quand les gens viennent vers nous pour dire « Ah, merci, vous avez sorti tel film ». Là, c'est plutôt encourageant. Donc c'est vrai, on essaye de retenir aussi voilà, tous ces messages bienveillants à notre égard. Et on prend en compte le maximum et on essaye de s'améliorer à chaque fois. Exactement, on prend en compte la critique aussi. Voilà. Ça peut être intéressant, hein, des fois, ça donne des idées. Il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Hein, aussi. Et des fois, il peut y avoir des erreurs du prestataire. Ça nous est arrivé aussi avec, je crois, avec le presseur. Oui. Une fois, on avait demandé un double mur. Alors, double mur, c'est quand l'étui, en fait, le carton est replié à l'intérieur, donc il est plus épais et plus rigide. Et on avait commandé sur le bon de commande, c'était étui double mur, et ils nous ont fait un simple mur. C'est pour House on Sorrow et Tiro. Et du coup, bah oui, les gens n'étaient pas contents, mais nous non plus, on n'était pas contents. Mais c'est comme ça. C'était trop tard. On n'allait pas refaire imprimer juste des étuis, quoi, non plus. Après, évidemment, c'est pas viable. Non. Ouais, non, c'était plus possible, quoi. Bah, c'est vrai qu'on aime bien les doubles parce que c'est plus solide. Ça. Et du coup, on peut les mettre là-dessus. Enfin, ils ne s'abîment pas dans le temps, et ça, c'est bien. C'est peut-être pas très écologique, mais j'avoue que je préfère aussi les doubles. Ça c'est dit. Mon côté collectionneur, voilà. Pardon. Ça c'est dit. Je connaissais pas le terme, mais maintenant je fais ça c'est un double, ça c'est un simple, je vais pouvoir briller en société. C'est du triple qui existe peut-être pour certains coffrets ou des. Non, mais après c'est carrément du carton rigide. C'est du carton rigide en fait. Ouais. C'est ça. D'accord. Tous les termes d'impression qu'il faut apprendre. On peut vous envoyer un lexique si vous voulez aussi. Pourquoi pas. Comme ça, on sait de quoi on parle. Même moi aussi, en fait, j'apprends des choses toujours. On apprend tout le temps, et des nouveaux mots, ils proposent des nouveaux produits. Enfin voilà, c'est un perpétuel apprentissage finalement. Puis là, j'ai beaucoup posé de questions sur l'aspect justement un peu économique de la chose, mais qu'en est-il aussi de l'aspect travail physique? C'est-à-dire, on a dit que ça pouvait prendre jusqu'à plusieurs années de sortir un titre. Vous êtes sur combien de titres à la fois? C'est stressant? Au contraire, c'est très lent? C'est baba cool? faut contacter le gars qui fait le pressage parce qu'attention, il faut voir où ça en est. Puis attends, il y a le mec des droits d'auteur qui est là, qui doit nous rappeler. C'est drôle. C'est bien résumé. À Backfilm, on avait eu un stagiaire qui était très cool. Tu te rappelles, et à la fin, son rapport de stage, il avait dit, au final, éditeur, c'est vraiment super cool comme métier, on travaille pas beaucoup et on regarde des films. Alors, il n'avait pas beaucoup observé. Donc, non, c'est super chronophage. Et comme tu dis, là, on n'est que deux. Donc, on est vraiment que deux à gérer tout. Les ayants droit, les prestataires, donc les sous-titreurs, les labos, les presseurs, les intervenants, le montage des bonus, le graphiste. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes sur un seul projet. Et il faut gérer les plannings, les départs au pressage, les dates de sortie, les précommandes. Après, il faut gérer les mises en place, la presse, les mises en place, les envois des commandes, les fichiers Excel. Enfin, c'est voilà. Et si on a le temps, de temps en temps, on regarde un film pour savoir si on peut l'acheter ou pas. Voilà. Le soir, du coup, on est fatigué, tu vois, quand tous les tableaux Excel sont faits. Et sans oublier que du coup, ça devient aussi un peu du boulot malgré tout. C'est-à-dire, c'est pas juste aller un petit film tranquillos, quoi. Des fois, je pense que oui, c'est pour le plaisir, mais des fois, c'est aussi il faut que je le regarde pour savoir si je le prends ou pas. Exactement. On regarde pas que des films bien. D'ailleurs, on regarde beaucoup de films pas bien, plutôt. C'est ça. On peut vous conseiller ce qu'il ne faut pas voir. C'est une bonne méthode. Ce qui ne sort pas chez vous, il ne faut pas le voir, c'est ça? C'est comme ça que je le fais. Mais après, voilà, c'est beaucoup de travail, mais on ne s'en plaint pas non plus. Enfin, on a choisi de le faire parce qu'on a envie de défendre, comme on disait, des auteurs et des films. Voilà, après, on a de la chance de vivre de notre passion quand même, malgré tout. Exactement. Hein, on va pas se plaindre. Voilà. On le sait que c'est beaucoup de travail, et puis là. Il y a pire, 1000 fois pire.
Je dis comme ça, je pense l'imaginer, mais comme je connais pas, je vais pas en parler. Mais bref, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Parce que moi, là, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais en tête, mais il y a peut-être plein d'autres trucs qu'il faut absolument que les gens sachent et que je suis un inculte complet. Non, Je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon du métier d'éditeur. Hein. Non, je pense qu'au niveau de questions, tu avais bien. Ouais, c'est bien. Ouais, là, Yes. non, vraiment. Bravo, beau parleur. Merci. Pourtant, comme j'ai dit, je le répète si jamais, les questions que j'ai posées là, c'est mes questions de moi en tant que consommateur. Je me dis, tiens, mais pourquoi, tiens, et si... Et après, quand je vois certaines critiques, je me dis, bon, parfois, ok, je veux bien, parce que les critiques, il faut pas qu'il n'y ait pas de critiques, mais en même temps, parfois, il faut un peu modérer, il faut essayer de comprendre, et c'est de là que viennent un peu les questions que je pose là, c'est-à-dire... comment ça se passe derrière que quand j'achète quelque chose, là, maintenant, je me dis, tiens, si j'achète quelque chose, je me dis, ah bah, entre guillemets, je comprends à peu près ce qu'il y a derrière. Et ça, je trouve que ça rajoute une certaine valeur ajoutée. Non, après, ce qu'on peut rajouter, je ne sais pas si on a bien exprimé ou suffisamment, c'est qu'il existe pas des dizaines, pas des centaines, des milliers de catalogues, des milliers d'ayants droit. Et c'est là-dedans, en fait, où il faut, ça qui prend beaucoup de temps et c'est chronophage de naviguer dedans. Nous, on en découvre tous les jours avec des catalogues de centaines de films, des choses improbables qu'on verra sans doute peut-être jamais en France, des petites productions. Et c'est dommage, on voit des trucs super, mais qui sont pas pour le marché français, que les chaînes télé veulent pas, et donc c'est compliqué. Et c'est ça, et c'est ce tri qui prend un temps dingue en fait aussi. Et la production cinéma, série télé, animation mondiale est juste dingue. C'est sans fin. C'est sans fin, ouais. Donc là, mais c'est cool. Oui. Mais du coup, là, il faut gratter partout, chercher, voir ce qui est disponible. Tiens, mais des fois, on en découvre tous les jours. Quand on dit, Puis je pense que des fois, je dis ça comme ça, mais peut-être vous essayez de contacter un ayant droit, mais il parle pas peut-être super bien anglais ou je sais pas quoi. Vous trouvez quelqu'un qui parle la langue pour négocier. J'imagine que ça doit parfois être assez marrant. Ça a été le cas pour le film russe. Ah, ça. Oui. Où voilà, on avait voulu faire un bonus, rajouter des chansons. Ah oui, avec un monsieur russe, un photographe russe qui avait pris plein de photos de tournage super bien, mais bon, ça c'est pas fait. Et du coup, on avait fait appel à une amie, Anastasia Elias, qui nous avait fait des traductions de mails en russe, parce que la personne ne parlait pas forcément anglais, comme tu dis. Ouais. Bon, après, déjà, juste qu'ils répondent, c'est bien. Voilà. Ça s'arrête là. C'est déjà un bon signe. Je vous avoue que par exemple, quand on envoie un mail un peu au hasard, je sais pas moi, à un éditeur en lui disant ce serait bien qu'on fasse une vidéo, rien qu'avoir une réponse, on se dit bon, bah c'est déjà ça, c'est déjà sympa. Par exemple. Donc déjà, je vous remercie. Et maintenant, petite question. Merci à toi. On va partir vers le futur. Ce futur incertain, qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il y aura une maladie qui va arriver, qui va mettre tout le monde à la maison, le truc que tout le monde avait prévu évidemment. Tout ce qui est marché physique, la SVOD, tout ça, est-ce que ça va aller, comme certains disent, le marché physique, ce sera que des choses de luxe? Au contraire, est-ce qu'il faudra faire quelque chose de bon marché? Est-ce que vous pensez que ça va aller en mieux? Ou au contraire, qu'il y aura que des films un peu plus de genre, des choses un peu plus pour les spécialistes, même si, indépendamment de la qualité de l'édition? Comment est-ce que vous voyez, enfin, facile à dire, les 10 prochaines années, je pense que c'est beaucoup, mais... je pense que c'est beaucoup, mais... C'est loin tout ça. C'est vrai que le marché n'est pas évident, il se transforme tout le temps. Enfin, tu vois, il y a des rachats de catalogues, enfin, des majors qui se rachètent entre elles, ce qui peut perturber et changer vraiment la façon de consommer des gens. Imaginons, et on le voit déjà aujourd'hui avec Disney, qui sort des fois des films, nouveaux films directement sur sa plateforme. Ça veut dire que les films ne sortent plus en salle. Est-ce que Disney ne sort plus les films en salle, enfin, comment vont se comporter les salles, parce que c'est un revenu important. Si d'autres majors font comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On est obligé, nous, petits éditeurs en tout cas, de s'adapter à la nouvelle pas archéologie, à la nouvelle architecture du milieu et des majors. C'est ça, il faut être tout le temps sur le coup pour suivre le mouvement. Après, moi, le support physique, j'y crois. Je pense que ça va perdurer. Ça peut pas s'arrêter, c'est impossible. Tu vois, la VOD peut pas prendre le pas sur le Blu-ray. J'y crois pas. Enfin, notre travail est complètement différent. On cherche pas à dire qui est mieux parce que c'est pas les mêmes publics en plus a priori qui vont sur les deux différents supports. Mais le support physique, on éditorialise beaucoup. On fait des bonus qui ne sont pas faits
en VOD, donc je pense que ça peut marcher ensemble et il faut tout faire pour que ça continue parce que c'est super important. Enfin, à Noël, tu vas pas offrir un lien pour voir un film. Enfin, t'offres un coffret, t'offres un Blu-ray. Enfin, c'est important. Et puis pour le patrimoine, la conservation, la transmission, c'est fondamental. C'est fondamental. Puis on le voit sur plein de plateformes, ils mettent les mêmes films en avant, si tu prends Amazon Prime ou Netflix, et si tu veux quelque chose un peu plus pointu, mais soit parce qu'un copain te l'a dit, effectivement, il y a ce film italien des années 60, là, avec Toto, mais sinon c'est impossible à trouver, les algorithmes, je sais pas, ils sont pas toujours au point à ce niveau-là. Après, heureusement, oui, c'est important qu'il y ait aussi les plateformes VOD. Enfin, il y en a qui sont super. On disait tout à l'heure, Blockbuster, Filmoline, la Cinétèque, parce qu'il y a un accompagnement, voilà, parce que ça donne envie aux gens, ça éveille la curiosité. Et toutes ces choses-là permettent effectivement de défendre les films et de donner envie, de donner l'impulsion de les voir. C'est ça, en fait, qui est important. Sinon c'est des films perdus dans la masse. Mais il y a un renouveau quand même des clients, il y a des jeunes qui nous achètent des films de genre et tout. Enfin, voilà, c'est vieillissant, mais ça se renouvelle quand même, la cible. C'est vieillissant, mais renouvelé. C'est bien. Voilà. Des nouveaux vidéos. Et on sait que les vidéoclubs, enfin dans certaines parties du monde, en tout cas, à la fin des vidéoclubs, ils avaient commencé à faire des plateformes de SVOD. Je sais qu'il y a des éditeurs, je crois qu'ils commencent à avoir leur chaîne un peu de SVOD où on peut voir les films sur lesquels ils ont des droits et tout. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, justement, à l'avenir ? Bah, pourquoi pas, mais on n'a pas pour l'instant beaucoup de titres avec la VOD dessus. Et il faudrait plutôt se regrouper avec plusieurs éditeurs indépendants. On en a déjà parlé avec Le Chat qui fume. Voilà, ça serait peut-être plus intéressant de trouver un modèle économique commun que chacun de notre côté. Je pense que ça coûte très cher à mettre en œuvre. Ouais. Donc, soit déjà, tu as beaucoup d'aides CNC ou tu as une trésor qui te permet de faire vivre tes rêves. Mais la réalité, elle est quand même différente. Donc, effectivement, comme dit Karine, tout seul, chacun de son côté. Et puis voilà, on le voit. Enfin, il y a une multiplication des micro-sociétés de VOD. Et les gens, enfin, à force, on s'y perd. Enfin, c'est-à-dire, il faut prendre 20 abonnements pour pouvoir avoir accès à X films. Alors, même si les abonnements ne sont pas forcément onéreux, 5 €, 8 €, 10 €, mais à cumuler. Puis voilà, après, ça veut dire tel film il est là, tel film il est là, tel film il est là. À un moment, tu as juste envie de regarder tout. Le film qui te fait plaisir, quoi. Et du coup, la dernière question, c'est pas la plus glorieuse. The Last. Ouais, The Last. Et le piratage dans tout ça, du coup, c'est très pénalisant. C'est une espèce d'autre marché pour ceux qui, de toute façon, n'auraient jamais rien acheté. C'est justement la SVOD qui relance ça. Paraît-il, la SVOD avait fait baisser à une époque. Par rapport à vous, quel impact ça ? Franchement, on ne le mesure pas. Les films, à partir du moment où c'est un vieux film qui est déjà sorti en salle, en DVD, il est forcément piraté. Donc, exactement. Voilà, mais encore une fois, les pirates, c'est pas ceux qui achètent les Blu-ray. Il y en a, après ils voient le film, ils disent cool, je vais l'acheter en Blu-ray parce qu'il était vraiment bien. C'est les gentils pirates, on va dire. Mais bon, après, c'est un problème plus global au niveau de la loi qui n'a pas été appliquée dès le début. En Allemagne, dans les autres pays, il n'y a pas ce souci-là de piratage comme ici. Donc, on fait avec et c'est des marchés parallèles, quoi. Oui, il n'y a pas de volonté politique, donc à part un mot tous les 6 mois ou tous les ans, rien n'a jamais changé, ça ne changera pas. On est obligé de composer avec, on est obligé d'en parler, de parler aussi avec le public, voilà, pour le sensibiliser là-dessus. Puis quand on voit qu'un de nos films est sur YouTube ou sur un autre truc, on le signale aux ayants droit, ils le font retirer, et voilà. Mais bon, on ne va pas passer nos journées à chasser les films parce que de toute façon, ils sont dispo d'une manière ou d'une autre, malheureusement. Mais ça, faut pas le dire. Mais ils sont dispo sur Extra Lucid Films, n'est-ce pas ? Exactement. Ils sont dispo. C'est ce qu'on a dit au début. Donc voilà, moi j'ai fait le tour là, vraiment là, j'ai fait le présent, le futur, j'ai fait tout ce que je veux. J'ai pas fait le passé, mais je pense parce que peut-être, enfin si, je vous ai demandé d'où vous venez. Donc on a tout fait. Est-ce que un dernier mot, quelque chose à ajouter ? La dernière. Non, c'était vraiment cool, belle démarche, on est content. Non, on est ravis de pouvoir participer en tout cas, à essayer de mieux faire connaître le métier d'éditeur.
Et ben voilà. Et on est Alors, si vous êtes toujours content, prêt je à suis répondre à content. toutes les questions. Donc, si les gens qui te regardent, qui te suivent, qui te découvrent ont des questions particulières, n'hésitez pas à nous faire suivre et on vous répondra. Voilà. Parfait. Donc, Bah, il moi, peut je aucun vous, sujet pour vous. moi, je vous remercie, vous. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci d'avoir participé. J'espère en effet que ça va, entre guillemets, pas ouvrir des mentalités, c'est un peu fort comme terme quand même, hein, c'est un peu exagéré, mais permettre aux gens d'expliquer, de comprendre un peu mieux, puis aussi de vous faire un petit peu connaître. Et ben, je vous remercie énormément. Et puis du coup, on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci à Super, toi. à Merci, bientôt. et merci à ton public aussi. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent. C'est Voilà. important. Ciao tout le Ciao. monde. Merci. Salut, beau parleur!